être hyper strict sur vos points d'entrée à l'achat, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez en bas de couloir, parce que si vous êtes en haut de couloir, vous êtes foutu. Salut tout le monde, on est avec Olivier Delamarche qu'on ne présente plus, éditorialiste, analyste économique qui a littéralement survécu à maintenant 4 crises. Je ne sais même plus si on peut toutes les compter. Mais donc voilà, tu as vu le pétage de gueule des années 80, la bulle .com, tu as vu le pétage de gueule de 2008. Et du coup, évidemment, on va pouvoir rentrer en matière rapidement dans l'échelle du pétage de gueule. Selon toi, on en est où ? Voilà, disons les choses clairement. Là, tout de suite, de tout ce que tu as vu, c'est plutôt Mike Tyson. Écoute, je ne suis pas assez vieux pour avoir vu la crise de 29, hein. mais ça me paraît là, je pense, le plus gros pétage de gueule qu'on ait jamais connu. Tout simplement parce qu'en fait, on n'a jamais rien réglé. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que en 2008, on a eu une crise qui était, je dirais, le démarrage d'une crise. Et puis on l'a mal géré. Et à partir de là, on a fait semblant. Et on a fait semblant là pendant 14 ans. On a fait semblant, on a imprimé beaucoup d'argent pour qu'on ait une espèce d'ersatz de croissance. Et puis donc, finalement, on est démunis quand la bise est venue. Et là, on s'enchaîne deux crises, une qui n'en est pas une vraiment, qui était la crise sanitaire et qui a été tellement mal gérée que, évidemment, c'est devenu quelque chose d'important, mais qui au départ n'était qu'un catalyseur et un déclencheur, un révélateur de ce qui s'était déjà passé avant, et il n'y a rien eu de nouveau. Je rappelle quand même que fin 2019, alors que le Covid n'était pas arrivé, on était déjà en récession. Géopolitiquement, les Américains ont jeté l'Ukraine sur la gueule des Russes et que tout s'est cassé, que les Ukrainiens sont en train de prendre le plus cher qu'ils ont jamais pris depuis la Deuxième Guerre mondiale, ou peut-être depuis Tchernobyl en tout cas. Mais essayons de dégager 2-3 points d'optimisme, même si on n'est pas là que pour ça. Mais toi, en tant que vétéran des crises économiques non mais voilà, je veux dire, tu as réussi à en voir d'autres. Tu as vu des branlées, tu as vu la crise.com et tout. En gros, pour être un petit peu optimiste, si jamais demain il y a un accord de paix qui est signé, ne serait-ce que pour les marchés, tu penses que ça repartirait comment ? Vaguement, hein. Sur les marchés, je vais te dire ce qui va se passer. Ce qui se passe là en Ukraine, c'est champagne dans les banques centrales. Champagne dans les banques centrales. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient emmerdés avec cette histoire il fallait faire semblant de s'occuper de l'inflation. Donc, ils étaient emmerdés depuis des mois. Et d'ailleurs, tu remarqueras qu'on n'en parle absolument plus depuis quelques semaines. Ils étaient emmerdés parce qu'ils avaient les fesses entre deux chaises, entre se dire il faut quand même qu'on ait l'air de s'en occuper de cette inflation et que donc, comme on en est en partie responsable, il faut qu'on calme le jeu et il faut qu'on arrête la planche à billets, il faut qu'on arrête le quantitative easing. Un peu comme la fin 2018. La fin 2018, Powell nous annonce que ça y est, la croissance est repartie, que tout va bien et que donc c'est génial, on va pouvoir monter les taux. Et puis, 2 semaines plus tard, après s'être pris une petite claque de 20% sur les marchés financiers, eh bien là, Powell est revenu en disant oui, mais là, excusez-moi, mais on va quand même baisser les taux et on va faire repartir la planche à billets et on va refaire des QE. Bon, ça, c'était 2 semaines, fin 2018, les premières semaines de 2019, et ils vont recommencer là. Et donc, je te dis, c'est champagne. Quand ils ont vu l'Ukraine arriver, ils se sont dit, c'est le cadeau de Noël avant Noël. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, c'est génial, on va avoir un superbe prétexte
pour arrêter notre storytelling de dire qu'il fallait qu'on monte les taux, il fallait qu'on arrête le quantitative easing, il fallait qu'on rétropédale. Et en fait, le rétropédalage, il est impossible. Je l'ai répété X fois, il est impossible. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils attendaient un prétexte. Là, le prétexte, il est tout trouvé. Et donc, ils vont nous dire, oui, mais c'est la guerre. C'est la guerre, on ne peut pas monter les taux quand c'est la guerre. Il faut quand même être sérieux. Donc, et d'autant plus qu'on va se choper une monumentale récession. Mais monumentale. Bon. Donc, dire à côté de laquelle la récession Covid ne sera rien, quoi. C'est ça que tu es en train de dire. Quand tu dis monumental, c'est Covid, c'était l'exercice. Mais tu n'as pas eu de récession pendant le Covid, c'est-à-dire qu'on l'a amorti, la récession pendant le Covid. On a distribué de l'argent et jusqu'à plus soif. Donc, mais les bars qui ferment, moi je parle de l'économie réelle, tu vois, tous les bars qui ferment, tous les restaurants, eux, ils vont pas rouvrir. Mais ceci dit, il n'y en a pas tant que ça, si tu veux. Tu n'as pas eu tant de liquidation que ça, puisque on soutenait, on remplaçait le chiffre d'affaires par de la dette. Donc, évidemment, même les entreprises zombies ont continué à vivre parce que tu les fuelais tous les jours. Donc, il n'y a pas eu les effets d'une récession normale, si tu veux. Le chômage n'a même pas fortement augmenté parce que tu avais le chômage partiel. Donc, tout ça, ça a été totalement camouflé. Mais là, tu ne vas pas pouvoir camoufler les trucs très longtemps. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir les banques centrales qui vont à nouveau délivrer à fond, faire tourner la planche à billets à fond, remettre les taux à zéro très vite. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux parfaitement avoir une hausse sur les marchés actions après la purge là que tu as eue. Tu peux avoir une hausse sur les marchés actions, mais qui sera une hausse comme d'habitude artificielle, c'est-à-dire juste on met du pognon jusqu'à ce que ça remonte en fait. Parce qu'il faut le faire remonter, parce que sinon ça entraîne trop de choses derrière. Mais de toute façon, tu vas avoir une récession monumentale. Mais monumentale, parce que là, si tu veux, à force de ne rien régler, et là, on joue avec le feu. Je veux dire, si vraiment Poutine veut couper l'approvisionnement en gaz, comme le dit Charles Gave, c'est 2 jours. C'est 2 jours. Au bout de 2 jours, l'Allemagne, c'est terminé. Investisseur, tu vas investir en France alors que tu sais très bien que du jour au lendemain, on peut fermer ta boîte. Le Chinois, tu penses qu'il va venir monter une société ici alors qu'il sait que tout d'un coup, il y a M. Macron qui va se dire j'aime pas les Chinois, comme il a dit j'aime pas les Russes, et il va fermer ta boutique. Mais tu peux pas monter une boutique dans ces conditions-là. D'accord? Tu peux pas investir dans ces conditions-là. Et là, en plus, on vient de supprimer totalement le droit de propriété. Monsieur le maire s'est réjoui d'avoir saisi un bateau d'un milliardaire russe et ses villas sur la côte. Et il se réjouit de bloquer les comptes. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, ça sera toi et moi. Parce qu'on aura dit des choses méchantes sur M. Macron. Et qu'on va nous saisir notre compte, qu'on va nous saisir nos propriétés, comme l'a fait d'ailleurs M. Trudeau dans un silence assourdissant sur les convois de la liberté. Donc, il a saisi les comptes, il a saisi les propriétés. C'est inadmissible. On est en dictature. Et à partir de ce moment-là, moi, je pense que c'est gravissime, parce que ce n'est pas gravissime sur le coup. Si tu veux, ça va énerver M. Poutine, qui, une fois qu'il aura fini son opération militaire, va nous rappeler à ses bons souvenirs. Et donc, on risque, là, parce que les sociétés Renault, BNP, Société Générale, LVMH, Total, etc., qui sont en Russie, ils ont quand même des soucis à se faire. Parce que une fois que l'opération militaire sera finie, il va s'occuper de notre cas. Donc, mais là, on a basculé dans quelque chose qui, les milliardaires russes en question,
ils n'avaient pas tué de petites vieilles que je sache. Il n'y avait pas de, il n'y avait pas de, il n'y a pas eu de processus juridique. Ils n'avaient pas commis de délit, ils n'avaient pas commis de crime. Ces types-là étaient juste russes. Et ben demain, ça sera les Chinois. Après-demain, ça sera les Bruns. Après, ça sera les Roux. Après, ça sera. On s'arrête où? Et ça, sur le long terme, c'est catastrophique. Parce Bien que sûr. après, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu te dis, s'il n'y a pas de droit de propriété, moi, je n'investis pas ici. Donc, sachant que je vais pouvoir me faire saisir à tout moment. Donc, on va aller ailleurs. Donc, et là, c'est sur le long terme. Et pour récupérer la confiance, ça va être extrêmement difficile. Tu ne peux rien faire dans un pays dans lequel il n'y a pas une stabilité juridique et dans lequel il n'y a pas des barrières, si tu veux. On ne peut pas accepter qu'un dirigeant pète un câble à un moment et dise, bon, ben, toi, tu n'es pas d'accord avec moi, je te saisis ta maison. Quelle est la prévision d'Olivier en termes d'inflation? Bon, à la louche, hein, mais en gros, on est Alors, d'accord. ça, j'ai essayé de le décrire plusieurs fois. En gros, il y a trois sources d'inflation. La première source d'inflation, c'est le décalage entre la demande et l'offre. C'est-à-dire que la demande peut brusquement être très forte, augmenter très fortement. Et puis, évidemment, bah, vous vous rendez bien compte que construire une usine, ça ne se fait pas en 2 jours. Donc, l'adaptation de l'offre à la demande fait que vous avez un décalage dans le temps et que donc vous créez une pénurie et que là, à ce moment-là, les prix montent. Ça, c'est l'inflation, je dirais, classique. Le seul problème, c'est que cette inflation classique aujourd'hui, on ne l'a pas parce qu'on n'a pas d'activité, en fait. Bon. Donc, cette inflation-là, on ne l'a pas. On a une deuxième inflation qui est l'inflation qu'on a eue, par exemple, pendant le Covid, qui était une inflation qui était due à la désorganisation des chemins de commerciaux et des chemins de production. Pourquoi? Bah, tout simplement, j'avais donné l'exemple, vous avez le port, le numéro 2 des ports chinois qui est complètement fermé parce qu'il y a 3 gars qui ont le nez qui coule. Et à ce moment-là, bah, évidemment, vous n'avez plus un container qui sort, plus un container qui rentre. Et là, ça pose des problèmes parce que d'autant plus que depuis 25 ans, on vous dit qu'il faut 0 stock, qu'il faut que vous travaillez en flux tendu. Donc, évidemment, quand il y a un petit grain de sable quelque part, paf, les prix montent et s'envolent. Ça, en revanche, on l'a eu. Et puis, on l'a eu là avec l'Ukraine, quand il y a un problème avec un pays qui est le fournisseur de qui peut s'amuser à tourner les robinets, eh bien à ce moment-là, pouf, il n'y a plus d'approvisionnement et donc les prix montent. Et puis vous avez ce qu'ont généré les banques centrales. Les banques centrales ont généré de l'inflation simplement en mettant beaucoup de monnaie à disposition des banques, qui ont fait mumus sur les actions, qui ont fait mumus sur les obligations, puis qui, au bout d'un moment, se sont dit, bah, sur quoi on peut aller? Ah, bah écoute, il y a les matières premières aussi, bah, on va y aller. Et donc, ils se sont mis sur les matières premières. Vous avez des matières premières. Je donne toujours l'exemple du sucre. Le prix du sucre a doublé, d'accord? Je ne pense pas qu'on bouffe plus de sucre. Donc, ce n'est pas une histoire de demande. C'est simplement que les gars, ils ont regardé, ils ont pris leur liste d'actifs et puis ils se sont dit, ah bah tiens, celui-là, il a un peu de retard. Visiblement, il n'a pas monté. Bah, on va s'y mettre. Bon, et donc, ils ont, avec de la spéculation purement, ils ont fait monter l'énergie, le pétrole, le gaz. Ils ont fait monter toutes les matières premières. Et donc, vous avez une inflation qui vient de là. Et c'est pour ça que les banques centrales étaient le cul entre deux chaises, parce que
qu'est-ce qu'on fait? On retire la monnaie. Si on retire la monnaie, à ce moment-là, les marchés s'écroulent. Donc, on ne peut pas le faire. Donc, vous aviez ce jeu et qui, en fait, est devenu un jeu purement de communication. C'est-à-dire qu'ils essaient, avec de la communication, de maîtriser le truc à peu près. Bon, évidemment, quelquefois, ça leur échappe et ça part dans l'autre sens. Donc, justement, ça amène la question suivante, parce que en fait, attends, je te dis ça, on a une vingtaine de questions, donc on va essayer de faire 3-4 sur minutes. l'inflation. Non, mais attends, je termine sur l'inflation. En général, on a une vingtaine de questions. Mais la question suivante. Je termine juste sur l'inflation. L'inflation, donc, la seule chose dont tu es sûr que ça va rester, parce que je te dis, on va tomber en récession. Donc, la demande, elle va s'écrouler. D'accord? Alors après, tu peux avoir des blocages parce que Poutine décide de nous renvoyer la balle et ferme le robinet. Et à ce moment-là, en effet, tu peux avoir ponctuellement des hausses de prix. Mais la récession, c'est-à-dire l'absence totale de demande, va faire que les matières premières, dont énergétiques, vont rebaisser assez fortement, à mon avis. Bon. En revanche, l'inflation qui est due à la planche à billets, là, à mon avis, c'est pas tellement le problème parce que tu remarqueras que la planche à billets, ça fait un certain temps qu'on l'avait, ça n'avait pas fait beaucoup monter les prix du pétrole et du gaz jusqu'à maintenant. Donc, c'est pas réellement ça le problème. Là où on a un risque, c'est de partir réellement en hyperinflation. C'est-à-dire qu'au moment où les gens vont s'apercevoir qu'il n'y a pas de possibilité de rétropédalage, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de possibilité pour les banques centrales d'arrêter la planche à billets et que donc la Banque centrale est condamnée ad vitam aeternam à faire tourner la planche à billets, eh bien à ce moment-là, le risque, c'est que ça parte en hyperinflation, c'est-à-dire que les gens se disent « et s'il n'y a pas de plan B, ça veut dire qu'ils vont continuer et qu'ils ne peuvent pas s'arrêter. Et à ce moment-là, ça veut dire que le billet que j'ai dans la main, il vaut rien. » Donc à ce moment-là, leur intérêt, ça serait de tenter un grand reset, justement. Ben, ça sera le grand reset de fait, c'est-à-dire que tout le monde va… Il y a deux façons, soit tu imposes massivement, etc. Soit tu piques directement sur les comptes le pognon, soit ton pognon est piqué par l'hyperinflation, c'est-à-dire qu'il ne vaut plus rien. Donc, et à ce moment-là, eh bien, tu as un risque, et pour moi, c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que tu as un risque de passer… On a eu 3 phases, japonisation des banques centrales, soviétisation de l'économie, et on finit par libanisation. Libanisation, ça veut dire banque fermée, la monnaie qui se fait démolir et une énorme crise, une énorme récession parce que les gens n'ont plus une thune. Voilà. Bon, bah, du coup, quelqu'un posait la question, ça tu peux y répondre très rapidement. Que gagnent les banques centrales en encourageant l'inflation? A priori, elles gagnaient à rien, c'est juste qu'elles peuvent plus s'arrêter. Mais en une minute, qu'est-ce que tu dirais de plus là-dessus? C'est que ce système aujourd'hui n'est plus basé que là-dessus. Oui. Sur la création de dettes, sur le fait que donc pour que l'État puisse faire du déficit budgétaire, puisse faire de la dette, puisse rouler, etc., il faut que les taux soient à 0. Il n'y a pas de choix, d'accord? Si tu te mets à avoir des taux à 3 ou 4%, ça y est, le système saute. Donc, il faut que tu remettes les taux à 0. Pour remettre les taux à 0, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut acheter des obligations. Pour acheter des obligations, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut émettre de l'argent. D'accord? Donc, il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire qu'elles sont vraiment coincées. Et c'est pour ça qu'elles le font. Parce que sinon, c'est pas le but dans la vie de créer de l'inflation. C'est simplement qu'elles sont entrées dans un système dont elles ne peuvent pas sortir. Et c'est une fuite en avant perpétuelle. C'est de la cavalerie, finalement. C'est-à-dire, ce qui est au pénal dans une entreprise privée, eh bien, c'est ce que l'État fait en permanence.
Oui, ça, c'est notamment Pierre Jovanovic qui le rappelait, la cavalerie, donc c'est la pratique par laquelle on rembourse, on paye sa dette en prenant une autre dette. C'est totalement interdit, c'est du pénal, vous allez en tôle si vous faites ça avec votre entreprise. L'État le fait, la Banque centrale européenne le fait, et ça pose aucun problème. Alors, on a une petite question très simple. Qu'est-ce qu'une récession va engendrer sur les marchés? Ah oui, avant, quelqu'un avait posé la question, qu'est-ce qu'une récession? Alors, c'est défini, je crois maintenant, presque légalement comme une baisse du PIB. Bon, ça a toujours plus ou moins C'est été une défini baisse comme du ça. PIB de 2 trimestres consécutifs. Dans Ah, voilà, le, c'est 2 ce qu'on trimestres appelle le consécutifs. NBER le définit comme ça, c'est-à-dire OK. par 2 trimestres consécutifs de baisse. Bon, ce qui est Ouais. idiot d'ailleurs, parce que si vous avez pendant un trimestre moins 4%, bah, c'est quand même une récession. Hein, Ouais. donc, Tout mais à fait. bon, la définition légale du truc, c'est 2 trimestres consécutifs de baisse. Voilà, OK. Et donc du coup, on avait Guillaume de Witte qui nous demandait: «Qu'est-ce qu'une récession va engendrer sur les marchés?» Bon, là aussi, c'est simple, tu peux répondre rapidement. Bah, un petit dégonflement de la bulle, quoi. Enfin, Ouais, voilà, donc, les actions qui c'est-à-dire vont que vous valoir moins cher. allez revenir sur des bases qui vont être nettement inférieures. Aujourd'hui, sur les marchés financiers, c'est très simple. Hein. Soit vous êtes trader, et à ce Mmh. moment-là, bon, bah, vous profitez des mouvements à court terme et il n'y a aucun problème. Soit vous croyez trader, et alors là, vous allez perdre beaucoup d'argent. Soit, soit vous êtes gérant. Vous êtes gérant de votre patrimoine ou gérant de patrimoine. Et là, qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui, vous avez quoi? Vous savez que les banques centrales vont continuer à imprimer des billets. Donc, vont continuer à soutenir les marchés. OK. Donc ça, OK, ça peut stabiliser les marchés là aujourd'hui, ça peut les faire remonter, peut-être de 15% dans l'euphorie au moment où on va vous dire ça y est, la guerre est finie et que on a fini de se mettre des sanctions les uns les autres, etc. Bon, super, ouf qu'on s'est fait peur, on a failli mourir tous dans un grand champignon nucléaire. Donc tout le monde est content, donc tout le monde y va, etc. Et la bourse remonte. Ok, super. Bon. Mais là, aujourd'hui, réellement, vous avez devant vous une période où on aura peut-être un petit peu de fausse croissance, mais très peu. Où on a une dette abyssale et où finalement, vous avez quoi? Vous avez 15% de potentiel de hausse et vous avez 85% Des de risque de potentiels. perte. Mmh mh. Donc, si vous voulez, c'est aujourd'hui un gérant qui investit en bourse, c'est un crétin. Mmh. C'est un vrai crétin. Il ne faut Il pas y a y tellement aller. d'incertitudes, Il donc faut voilà. y aller quand vous avez des événements comme il y a eu par exemple, et où on se retrouve avec une Gazprom qui valait 8 avant le début des événements et qui en vaut 0,5. 0,5 contre 8, alors qu'ils se font des couilles en or, Mmh mh. Gazprom. Ils ont leur coût qui est en roubles et ils ont leur chiffre d'affaires qui est En devise, ouais. en euros ou en dollars. Ben, je veux dire, avec un gaz naturel qui a monté de 600%. Mais cette valeur-là, elle devrait être à 16. Elle ne Mmh. devrait pas être à 0,5. Donc là, dans ces cas-là, oui, acheter des actions en bourse, Gazprom, si on pouvait le faire, malheureusement, on ne peut pas le faire. Bon, mais si on pouvait le faire, évidemment, parce que là, pour le coup, c'est pas 15% que vous avez devant le nez, c'est fois 15. Ouais. Et donc Bon, là, on va passer ça aux change questions. tout. On va passer aux questions suivantes, parce qu'on en a encore plein. Merci dans le chat, hein. Je crois qu'on a atteint les 12 000 en simultané, donc c'est pour ça que ça a plutôt dépoté. Donc là, pareil, je vais te demander une réponse la plus courte possible, parce qu'on a encore une quinzaine de questions derrière. La bulle qui doit éclater depuis des années, justement, va-t-elle être volontairement explosée en invoquant la responsabilité de Poutine? En gros, selon toi, est-ce que c'est le moment pour purger tout ça pour les banques centrales et les marchés? C'est possible.
C'est possible. Moi, de toute façon, il leur faut un prétexte, hein, et on le voit bien. Maintenant, est-ce qu'ils vont utiliser ça? Est-ce qu'ils sont prêts? Je sais pas. Je sais pas quoi répondre à ça. C'est possible, mais ça n'est pas sûr. C'est possible, mais pas sûr. C'est déjà une réponse. Mais c'est vrai que je pense que si jamais, par exemple, la Chine embraye sur Taïwan, là, la tentation va devenir tellement grande que, on sent que la tentation augmente. D'ailleurs, on voit à quelques médias qu'on dit, regardez, l'inflation, c'est l'Ukraine, etc. Alors, autre question. Bonjour, concrètement, que faire face à une récession? Que conseillez-vous pour nous protéger un maximum? Merci beaucoup. Alors moi, c'est pas tellement contre la récession que je pense qu'il faut se protéger. C'est réellement sur le début de notre vidéo où on parlait de la fin de l'état de droit et de la fin du droit de propriété. Moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est un symptôme, c'est une conséquence de la maladie, mais c'est pas la cause profonde de la maladie. La cause profonde de la maladie, c'est qu'on a eu une sorte de coup d'État discret. Tout à fait. Et que maintenant, on a des élites, entre guillemets, qui font n'importe quoi, comme on le voit au Canada, comme on le voit en France. Exactement. Mais évidemment, là, la question, c'est un internaute qui nous regarde, qui dit, bon, voilà, je me sens seul face à tout ça, et qu'est-ce que je dois faire pour me protéger de ce qui arrive, je pense qu'il faut sortir des banques. Je pense qu'il faut sortir des banques. Je pense que, parce que, je vous dis, là, aujourd'hui, c'est les Russes. Demain, ça sera le type qui conteste. Hein. On l'a vu d'ailleurs avec Trudeau au Canada. Le gilet jaune qui n'est pas d'accord, on lui pique son patrimoine. Donc, moi, c'est ça qui m'inquiète et je pense qu'il faut pour ça se débancariser au maximum. Alors, si vous avez des petites sommes à débancariser, moi, je pense que le meilleur truc, c'est d'aller vous acheter 3-4 pièces d'or parce que ça, c'est du physique, c'est dans votre poche et qu'il faut aller le chercher. Hein, donc, ça change un peu les choses. Tandis qu'un compte, pour le mettre à zéro ou pour le fermer, il suffit d'appuyer sur un bouton. Hein, donc, et là, vous n'avez absolument plus la maîtrise de votre argent. Ils l'ont fait sans aucun juge au Canada. Ça, c'est le truc. Ah, mais non, mais rien. Mais on fait la même chose en France. Rien. Tu n'as pas de juge dans cette histoire. Et donc, c'est ça qui est le plus inquiétant. Le risque aussi de faillite bancaire, parce que ça, Charles l'explique très bien dans une vidéo où il dit voilà, tout ce qui est aujourd'hui les produits dérivés qu'il y a dans les banques, c'est tellement énorme. Enfin, il faut avoir des chiffres en tête. Une banque aujourd'hui, n'importe laquelle, hein, BNP, Société Générale, que ce soit Unicredit en Italie, toutes ces banques-là, même UBS et Crédit Suisse en Suisse, toutes les banques, Barclays, etc., toutes ces banques, elles ont à peu près le même bilan. En moyenne, elles ont 50 milliards de fonds propres, 1500 milliards de total bilan, c'est-à-dire vous avez vos comptes, vous avez, etc., et 35 000 milliards de positions sur les marchés dérivés. 35 000 milliards, d'accord ? Donc, ça veut dire, alors, vous avez des spécialistes des bilans bancaires qui vous disent, bon, peu ou prou, c'est 10% de ces sommes qui sont vraiment à risque. Bon, je ne sais pas si le calcul est bon, j'en sais rien, je vais même pas débattre là-dessus. Mais 10% des sommes de 35 000 milliards, c'est 3 500 milliards. C'est-à-dire une fois et demie le PIB français. Par banque. Par banque. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mécaniquement, il y a un moment où on va s'en prendre une, et une énorme. Pas les 5 milliards de soi-disant Jérôme Kerviel, mais 5 milliards, ça s'absorbe. 500 milliards, on fait comment ? Et là, je peux vous dire qu'ils iront se servir sur les comptes. Il n'y aura pas d'autre façon de le faire. Et donc, je pense qu'il faut sortir. Alors, je vous dis, quand vous avez des petites sommes, allez acheter quelques pièces d'or et gardez ça chez vous et vous êtes tranquille. D'abord parce que ça vous fait sortir de la banque, ça vous fait sortir de l'euro.
Et ça vous fait, et donc vous avez l'actif qui est réel, qui est sous la main. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est si vous avez beaucoup plus d'argent, eh bien à ce moment-là, vous ouvrez un compte dans une banque privée suisse. Pourquoi? Parce que, un, vous êtes en Suisse, donc vous êtes en dehors de l'Union européenne. Deux, vous êtes dans une banque privée, donc elle ne fonctionne pas comme une banque généraliste. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire que vous êtes en sécurité. Et puis, oui, elle ne va pas vous saisir sur compte. Pardon? Elle ne va pas vous saisir sur compte si jamais elle fait faillite, typiquement. Exactement. Donc, et même si certains disent oui, mais les Suisses, ils sont en train de aussi de blacklister des Russes, etc. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, vous êtes russe, vous pouvez ouvrir un compte. Alors, évidemment, si vous êtes ministre de la Défense de Poutine, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais sinon, vous êtes russe aujourd'hui, vous pouvez ouvrir un compte dans une banque suisse, ce que vous ne pouvez pas faire, plus faire, dans les banques françaises. Les banques françaises, là aussi, il y a quelque chose qui aurait dû quand même un petit peu choquer les gens il y a quelques temps, c'est l'histoire de Charles Gave. Charles Gave qui prête 300 000 balles à Zemmour, il a bien le droit de faire ce qu'il veut de son pognon quand même. Il prête 300 000 balles à Zemmour, il y a toutes les banques françaises qui le virent dans lequel il était depuis 30 ans. C'est-à-dire, on n'est plus dans un état de droit. Donc faites attention à vos sous et je pense qu'il est temps de les sortir des banques. Bon, bah parfait, c'est une réponse très claire. Attends, je prends la suivante. Ah oui, bon, voilà, donc ça c'est bon. On nous avait demandé ce que c'était qu'une récession, très bien. On a atteint 14 000 personnes sur le chat en simultané pour un live improvisé, c'est quand même pas mal du tout. Alors évidemment, voilà, on a quelqu'un qui nous demande, l'un nous dit all-in sur les cryptos. Non, jamais faire all-in sur les cryptos, ça c'est la base. Il y a des cryptos intéressantes, mais n'allez pas sur les shitcoins. Si vous prenez des cryptos BTC, Ethereum, pour l'instant, rien d'autre, beaucoup trop volatile. Dans une période, c'est pas compliqué, dans une période où même le Bitcoin est volatile, sauf si vous êtes trader et que vous adorez le risque et que c'est votre truc, oui, vous pouvez aller sur d'autres cryptos. Mais si c'est vraiment en protection, surtout pas all-in, petit 1. Et petit 2, n'allez surtout pas sur les shitcoins. Dans les périodes où même le Bitcoin bouge, c'est pas le moment d'aller acheter d'autres trucs comme le XRP, etc. Et du coup, pour toi, Olivier, du coup, maintenant, je dois acheter quel type d'action? Nous demande Dali81. Ah, tu as déjà un peu répondu. Je vous ai dit, c'est pas le moment. Voilà, c'est pas le moment. Sauf si vous êtes trader, et je vous dis, il y a aujourd'hui, et encore, je ne suis pas sûr que les traders gagnent beaucoup d'argent en ce moment, parce que c'est là, vous avez des mouvements que vous ne pouvez pas anticiper, parce que, vous savez, dans ces moments-là, moi je me souviens de la guerre en Irak, on faisait ce qu'on appelait du CNN trading, c'est-à-dire qu'on avait en permanence CNN qui était branché dans les salles de marché, et au fur et à mesure qu'on avait des annonces, paf, on vendait, paf, on achetait. Bon, ok, mais vous n'êtes pas, la plupart, vous n'êtes pas des traders professionnels, donc n'allez pas vous mettre dans ces marchés-là parce qu'il n'y a que des coups à prendre. Il y a vraiment des coups à prendre. Vous êtes short aujourd'hui, vous avez une annonce pendant la nuit où on va vous dire ça y est, on a trouvé un accord. Le lendemain, vous prenez 10% de hausse, d'accord? Et l'inverse, vous êtes acheteur, vous avez pendant la nuit tout d'un coup un massacre, etc. Et à ce moment-là, vous allez vous prendre moins 5 dans la journée. Donc et vous n'avez aucune maîtrise là-dessus. Donc, ça ne sert à rien. Donc, vraiment, sauf des gens dont c'est le métier, qui sont capables de rester devant leur écran toute la journée, mais le gars qui rentre le soir crevé chez lui à 19h et qui regarde son écran, là, je lui annonce une mauvaise nouvelle, il va perdre beaucoup d'argent. Voilà. C'est très clair. C'est très très clair. On a une question rapide. Que se passerait-il si Vladimir Poutine payait ses factures en roubles au lieu de les payer en dollars? Je n'ai pas tout à fait compris cette question. Pour l'instant, l'équivalent de la Lex Monetae, enfin tu me corriges si je me trompe, c'est toi l'expert, s'applique pour la Russie. La dette russe, elle est remboursable en roubles. Oui, non, mais de toute façon, je vous ai dit, ils se sont
ils se sont Ils en dédollarisés ouais. de plus en plus. Alors, ils utilisent le rouble, ils utilisent le yuan, ils utilisent l'euro. Et il faut faire, et là, très attention, parce que notre bêtise de pousser Poutine dans les bras des Chinois, c'est Oui. pas le truc le plus malin qu'on fasse. Non, pas Aujourd'hui, on sait très bien qu'ils ont un système alternatif à SWIFT, donc le problème de couper SWIFT, c'est totalement idiot. Surtout que c'est faux. C'est encore un gros mensonge. On a laissé 4 des plus grosses banques russes branchées sur le système SWIFT parce qu'il faut bien payer le gaz. Bien sûr. Et il faut bien que les entreprises qui sont en Russie, les Total, les Renault, etc., puissent faire des mouvements de capitaux. Donc c'est tout à fait, c'est un gros mensonge cette histoire. Donc on est en train de pousser les Russes dans les bras des Chinois. Je vous rappelle que, alors moi ça fait, j'ai écrit ça en 2017. En 2017, j'ai dit les Chinois sont en train de faire un standard or qui est le lingot d'1 kilo 4x9 qui sort de la bonne fonderie suisse. Ils sont en train de tout refondre et tout passe par la Suisse, etc. Je pense qu'ils ont un stock qui est 10 fois supérieur à ce qu'ils annoncent. On pense qu'ils sont entre 20 et 25 000 tonnes, d'accord? Alors qu'ils en annoncent, je ne sais plus combien, 3 000 ou à peine. Ils en annoncent autant que l'Italie, je crois. Je crois qu'ils en annoncent à peu près autant que l'Italie la dernière fois que j'ai vérifié. Oui, ils en annoncent un montant ridicule et que quand vous faites un standard, c'est pour éliminer tout ce qui n'est pas le standard, hein, par définition, sinon ça ne sert à rien de faire un standard, et qu'on pense qu'ils vont sortir une monnaie qui sera basée et qui sera convertible en or. Ils avaient déjà fait des contrats comme ça sur le pétrole avec les Russes, justement, en disant on vous paye en yuan, mais ce yuan-là, il est spécial. C'est un yuan qui est convertible et qui est basé sur l'or, donc vous pouvez immédiatement le convertir en or. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a une guerre monétaire derrière la guerre, la soi-disant guerre commerciale qu'il y a avec la Chine, et que cette guerre monétaire, c'est la Chine qui va sortir sa monnaie. Alors je pense, moi, au départ, uniquement sur la zone Asie, probablement conjointement avec les Russes, sur la zone, parce que là, pour le coup, les Russes aussi ont un stock d'or, et puis probablement bien plus élevé que ce qu'ils annoncent aussi, et en plus, ils sont producteurs d'or, comme les Chinois aussi, et donc, ça devient le plus gros détenteur et le plus gros producteur d'or, et à ce moment-là, ils basent leur monnaie là-dessus, et imaginez bien que, là, pour le coup, ils vont régner sur toute l'Asie au niveau monétaire, ils vont remplacer totalement le dollar sur toute cette zone-là, et puis ensuite, ils iront taquiner les Américains. Mais je pense que ça va se faire en 2 temps. De toute façon, la Chine est déjà devenue le FMI numéro 2. Hein. Ça avait été anticipé par des mecs comme Dominique Strauss-Kahn, par exemple, qui, malgré toutes ces vicissitudes, avait au moins compris que si on changeait pas, si on dédollarisait pas l'économie, la Chine allait devenir le FMI numéro 2. Bah, c'est ce qu'elle est devenue maintenant. Question rapide, je vais y répondre du coup. Est-il l'heure de se réveiller, de s'expatrier vers la Nouvelle-Zélande, faire all-in sur les boîtes de conserve? Alors, c'est une question marrante parce que quand on a vu ce que la Nouvelle-Zélande a fait avec Jacinda Ardern et toutes ces conneries, quand on a vu, même moi, ça m'a choqué. Je croyais que la Nouvelle-Zélande, il n'y avait pas plus libertarien que ce pays, etc. Puis en fait, on s'est rendu compte que c'était un laboratoire à ciel ouvert. Donc évidemment, la Nouvelle-Zélande, mauvais choix. Par contre, je comprends la question, puisque dans le temps, il y a 15 ans, les milliardaires de la Silicon Valley achetaient de la terre en Nouvelle-Zélande. Peter Thiel, le fondateur de PayPal, il avait acheté de la terre en Nouvelle-Zélande. Donc dans le temps, il y a 10-15 ans, on disait que c'était l'endroit, en cas d'attaque nucléaire mondiale, où il fallait se planquer. Bon, pas de bol. Elle fait partie de l'accord des 4 yeux, donc militairement parlant, c'est une cible très très légitime en cas d'attaque. Et on voit bien que politiquement, bon, il n'y avait pas d'état de droit non plus. Hein. L'idée des camps, ça leur a traversé l'esprit. Par contre, moi, un truc que je recommanderais aussi, et vous pouvez regarder un petit peu plus, d'abord, bien sûr, Olivier, vous pouvez regarder ces vidéos, mais aussi celles de Richard Détente.
en ce moment, acheter un peu de pierre dans les pays où la pierre a profondément baissé, comme la Turquie par exemple, c'est pas forcément complètement con, voilà. Donc ça peut être, je dirais plutôt la Turquie, même si bon, bah, ça reste voilà, hein, c'est un pays qui peut rentrer en guerre, c'est un pays mais bon, si vous êtes du côté de Chios, de Lesbos, de ces petits endroits paradisiaques où il y a aucun objectif stratégique, bon, vous avez votre petit patrimoine là-bas, c'est pas le même risque, c'est sûr et c'est plus proche de chez vous. Elias nous pose la question: faut-il aller voter sachant que la France a perdu sa souveraineté? Bah oui, voilà la question qui fait mal. Qu'est-ce que tu en penses, Olivier? Bah, moi, je pense qu'il faut aller voter Je pense parce que aussi, ouais. si vous n'allez pas voter, vous allez on va se rechoper Macron pendant 5 ans. Macron, ouais. Et Alors, ça c'est là pour le coup, il va nous achever. Parce que bah, ça amène à ouais. quand on voit qui sont totalement en roue libre avant les élections, Mmh. imaginez derrière. Imaginez C'est-à-dire, après la imaginez le ouais. fait qu'il soit réélu, le Mmh. fait qu'il ait la majorité à l'Assemblée, ça c'est peut-être moins gagné, mais le fait qu'il ait la majorité à l'Assemblée, et à ce moment-là, ça va être n'importe quoi. Ouais, C'est-à-dire open que, bar. ah oui, c'est open bar, donc allez voter, Mmh. et ne mettez pas un bulletin Macron dans l'urne. Enfin, je veux Ouais, dire, clairement. si Ouais. vous n'avez pas compris, là on vient de se le choper quand même pendant 10 ans, le gamin là. Oui, C'est parce pendant 10 que ans, parce qu'il était secrétaire général de l'Élysée. mmh. Ensuite, il a été ministre de l'économie. C'est là qu'il a fait ses conneries sur Alstom, hein, d'ailleurs. Mmh. Et Mmh. ensuite, on se l'est tapé 5 ans comme président. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais si vous le réalisez, on va se le taper pendant 15 ans, le mot. Non, mais oui, c'est parfaitement résumé. C'est-à-dire que oui, dans l'absolu, se dire que la France n'est pas souveraine, et cetera, mais là, on est dans une situation de survie politique, c'est-à-dire que 5 ans de Macron supplémentaires, la France s'en relèvera pas, en fait, maintenant. On Ah a non. atteint un niveau où 5 ans de Macron supplémentaires, la France s'en relèvera pas. Alors, on le voit d'ailleurs aujourd'hui, hein. Il y a la campagne de Macron, elle est simple. Si on enlève Pécresse, les deux qui peuvent le menacer, tout le monde le sait aujourd'hui, c'est Zemmour à droite et c'est Mélenchon à gauche. Et les deux se prennent aujourd'hui des scuds médiatiques. Zemmour, j'ai vu qu'est sortie une affaire de mœurs sur Mediapart. Et pour Mélenchon, ça va être très simple. Ils vont dire: vous êtes pro-Poutine. Donc bah, voilà, vous êtes pro-Poutine, donc c'est réglé. Et ils vont sans doute aussi le dire à Zemmour. Mais on voit que il y a une vraie menace du point de vue. D'ailleurs, on le voyait aussi dans les sondages. BFM avait, c'était BFM, je ne sais plus, qui avait fait un sondage. Voulez-vous Macron réélu? Puis le sondage avait dit sur Twitter non majoritairement, puis ils l'ont effacé. Donc on voit qu'il y a il y a une vraie peur, ou en tout cas angoisse, et que cette angoisse, elle montre que le bulletin de vote a encore une valeur. S'il y a bien un truc qu'elle montre, c'est que le bulletin de vote a encore une valeur. Donc Alex Kilguini, par exemple, me posait la question personnellement, et encore une fois, merci Alex pour les dons à la chaîne. Je précise que je donne autant à Greta, c'est très gentil ce que tu as écrit. Question: j'aimerais avoir ton point de vue sur les chances de second tour de Mélenchon. Alors moi, dans Livre Noir, qui est quand même réputé pour être pro-Zemmour, j'avais dit que mon second tour idéal d'un point de vue souveraineté française, c'était Mélenchon contre Zemmour. Évidemment, je prends mes désirs pour des réalités parce que Macron pas au second tour, ça paraît quand même difficilement imaginable. Mais l'important pour moi à l'époque, on était avant la guerre en Ukraine, c'était déjà sortir du pass vaccinal, sortir de toutes ces conneries immédiatement, revenir à l'état de droit, et après, c'est pas compliqué. Je donne pas d'instruction de vote, mais pour moi, si vous voulez, si vous êtes de droite et que vous voulez voter à droite, je vois personne d'autre que Zemmour pour qui voter. Si vous êtes à gauche et que vous voulez voter à gauche, je vois personne d'autre que Mélenchon pour qui voter. Par exemple, désolé, pour les gens qui veulent voter à gauche et qui ont une vision de gauche et qui ont toujours voté à gauche, je vois même pas pourquoi vous votez Poutou. Il parle très très bien, il fait des très beaux passages gauchisant à la télé, mais il est là pour dégommer Mélenchon, comme Roussel d'ailleurs. Roussel qui est un macroniste repeint en rouge. Et en matière écologiste, pour moi, ne touchez pas à Jadot, qui est un Macron repeint en vert. Bon, ça vous donnera déjà une idée générale de ce que je pense. Donc maintenant, les chances de second tour de Mélenchon, je pense qu'elles sont sérieuses. Ouais, je pense qu'elles sont aussi sérieuses que celles de Zemmour. Cela dit, regardez médiatiquement ce qui se passe de part et d'autre. Donc, vous avez donc voilà d'un côté des affaires de mœurs qui sont sorties. On s'attendait à ce qu'il y ait de la boule puante qui sorte. 36,
36 jours, 30 jours. Bon. Et pour Mélenchon, c'est très simple. Ils sont en train de reprendre tout ce qu'il a écrit sur Poutine et de dire, regardez, voilà. Et la parade, ce serait évidemment pour Mélenchon et pour Zemmour de dire, écoutez, tout le monde disait que Trump était pro-Poutine. En attendant, c'est pas sous Trump que Poutine a envahi l'Ukraine. Ça, c'est la réalité. Et tout le monde disait que Biden était anti-Poutine et qu'il allait faire trembler Poutine dans ses bottes. N'empêche, c'est sous Biden que Poutine a envahi l'Ukraine. Donc ça, c'est la réalité. On peut avoir un candidat qui est réputé avoir pris des positions plutôt pro-Poutine à un temps T, comme c'est le cas de Trump. N'empêche que Poutine n'a certainement pas envahi pendant que c'était Trump au pouvoir. Et ça, c'est quelque chose qui a une signification géopolitique réelle. Tu me dis si tu veux rajouter un truc, Olivier, avant qu'on passe à la question Non, suivante. mais totalement. Le fait est que Trump restera le seul président des États-Unis depuis bien longtemps à Oui, n'avoir déclenché aucune guerre. absolument. Mais on ne le dit pas assez. Et j'expliquais dans plein de lives, je disais en gros, voilà, les gens votent en se disant avec qui ils aimeraient dîner. Alors même moi, si on me proposait un dîner entre Obama et Trump, je suis conférencier, j'irais prendre un dîner avec Obama, il est conférencier aussi, le mec il est cultivé, je préférerais dîner avec Obama certainement, mais il ne faut pas Mais je voter pense que sur tu la... passerais une meilleure soirée avec Trump. Voilà, mais peut-être, alors question bouffe sans doute. Question bouffe, c'est vrai que voilà, les steaks, Voilà, tout je ça, pense que oui, tu oui. passerais une meilleure soirée avec Trump Certainement. parce que et puis si tu veux, alors là, moi, j'ai pas du tout envie de dîner face à ce grabataire de Biden, tu vois, Ah non, mais ça par c'est exemple, clair, mais là il n'y a même qui me pas la poserait question. son entier dans son verre. Je suis pas sûr que ça m'amuserait beaucoup. Et puis Voilà. qui pèterait à tout va, pardon, mais même on est dans une chaîne libre, on peut le dire, mais c'est Camilla Parker Bowles, l'épouse du prince Charles, qui a rapporté qu'il se contrôlait même plus pendant les rendez-vous. Donc c'est pas du tout une fake news ou quoi. Il a Ah lâché non, par non, non, mais il est complètement gâteux. Enfin, ouais, et c'est ça, moi, qui me terrifie, c'est de penser quand même que le type le plus puissant du monde, ouais, avec le le bouton gars numérique. qui dirige le pays le plus puissant du monde, est un type qui est complètement grabataire. Ouais, Je veux ouais, dire, Alzheimer. c'est affolant. C'est Ouais, affolant. absolument. Ce qui Absolument. prouve bien qu'il y a un État profond derrière Bah, qui manœuvre, parce que s'il n'y avait pas un état lui, il est profond, incapable de prendre une décision. totalement, totalement d'accord. Mais donc voilà, c'est vrai on le dit pas assez. Trump, on peut dire ce qu'on veut sur lui, il n'a pas fait une seule guerre. Il en a même arrêté. Et ça, voilà, quoi qu'on pense sur lui, c'est quand même quelque chose dans son bilan historique qu'il faudra voir en face. Mais le Alors, problème, c'est que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, si on est dans un monde uniquement de communicants. ouais, du Or, récit, le monde le du père récit. Trump, c'était une grande gueule, pas très bien élevée, et donc, évidemment, il faisait tâche. Mais il faisait tâche, je dirais, sur la forme, Mm. mais sur le fond, Bien sûr, ça n'a pas été un mauvais président. absolument. Il a déclaré la guerre à personne. Je peux vous dire Même que économiquement. Obama est 10 fois plus corrompu, les Clinton sont 10 fois plus corrompus, Biden est 100 fois plus corrompu que Trump. Trump, il s'en foutait, il était multimilliardaire, il en Mais avait rien à foutre. Trump, il a perdu de l'argent. On a toutes les preuves que, quand tu regardes par exemple, fortune annoncée en début de mandat et fortune annoncée en fin de mandat, Trump a perdu entre 1 milliard et 1 milliard 500 millions. Clinton, c'était pour ses autres mandats, elle n'a jamais été présidente, mais depuis qu'elle est en politique, elle n'a fait que gagner de l'argent bien au-dessus de son salaire. Pareil pour Pelosi, elle est accusée, elle est suspectée de délit d'initié dans tous les sens. Elle a vendu avant les confinements, avant de voter les confinements au Parlement, elle a tout vendu. Et Obama, quand il est rentré, il avait une fortune personnelle de 1 million, 1 million 2, ou même pas, autour d'1 million. Et il sort avec une fortune personnelle de 300, 400. Et personne ne Mais pose la question. Alors, il y en a qui disent oui, c'est les livres et tout. Oui, n'empêche qu'il y a des présidents comme Harry Truman qu'on dit si tu gagnes de l'argent avec des livres que tu as vendus pendant que tu étais président, l'argent doit aller aux Américains. Truman avait dit ça. Et Truman, d'ailleurs, il était tellement fauché, sorti de la présidence de la République, qu'ils ont inventé la retraite des présidents pour lui. Donc, Truman, il avait dit si tu sors de la présidence des États-Unis riche, c'est que tu es un escroc. Il l'a dit cash. Si tu sors de la présidence des États-Unis riche, t'es un escroc. Trump, il a perdu 1,5 milliard. C'est une réalité.
Et effectivement, Obama, il est devenu très, très riche avec sa présidence. Alors, quelques dernières questions. Ça, évidemment, c'est tout tracé pour toi. Que va devenir le marché immobilier, selon toi? Alors, j'imagine que ça veut dire en France. On va se cantonner à la France pour l'instant. Oui, on va se cantonner à la France. La France, je vous ai dit depuis le début, on n'a plus le droit, il n'y a plus de droit de Oui, propriété. voilà. D'accord? Donc, déduisez-en ce que va devenir le marché immobilier. Vous avez, alors après, vous avez plein de choses, mais ça, c'est gravissime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut vous dépouiller du jour au lendemain de ce que vous avez acheté. Alors, il y avait d'autres moyens de vous dépouiller, c'est-à-dire que le droit de préemption des mairies, etc., fait qu'on pouvait aussi vous dépouiller de votre propriété. Mais alors, en plus de ça, on a deux phénomènes sur l'immobilier qui sont, c'est pas qu'il faut pas en faire, c'est qu'il faut en faire en changeant votre logiciel. C'est-à-dire que si vous faites aujourd'hui de l'immobilier comme le faisaient nos parents et nos grands-parents, d'accord, qui achetaient n'importe quand, n'importe comment, n'importe où, n'importe quoi quasiment, et qui, en attendant une dizaine d'années, faisait x3, ça c'est fini. Ouais. Ça c'est fini. Vous avez un ensemble de choses qui va faire que je pense qu'on rentre, on change de canal. On était dans un canal haussier, on va aller dans un canal baissier. Pourquoi? Tout simplement parce que hausse d'impôts. Macron a demandé à Jean Tirole et à Olivier Blanchard un rapport. Le rapport, ça a été, en gros, le thème, c'était comment je paye mes conneries. Et le rapport a été, la réponse a été, il y a deux endroits où il y a de l'argent, il y a du pognon en France, c'est l'immobilier et c'est l'épargne des ménages avec essentiellement l'assurance vie. Donc on sait qu'il y aura des augmentations massives d'impôts sur l'immobilier et que donc ça va changer la donne. Parce que si aujourd'hui vous faites votre petit business plan en disant voilà, j'achète, le locataire en fait paye mon remboursement d'emprunt, tout ça c'est très bien, sauf que c'est très bien aujourd'hui. Si demain vous avez un gars qui ne paye pas son loyer, vous ne pouvez pas le virer, d'accord? Donc, vous en prenez plein la figure. Votre petit business plan, vous pouvez vous asseoir dessus. Si vous avez un changement majeur des impôts, c'est pareil. Donc, tout ça fait que vous allez, et puis la démographie, un pays qui vieillit, forcément, vous avez un flux vendeur que vous n'aviez pas avant. Et donc, tout ça fait qu'on risque de rentrer dans un couloir descendant. Quand on est dans un couloir descendant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que vous prévoyez de revendre dans les 3 ans et pas dans les 15 ans, parce que sinon vous revendrez automatiquement en dessous de ce que vous avez acheté, que vous devez mettre beaucoup moins de levier qu'avant, parce qu'avant, la banque vous prêtait 110%, 115% de la valeur de votre truc. Donc ça veut dire qu'elle vous payait les frais de notaire. Mais le lendemain matin de votre achat, les frais de notaire, vous les avez déjà perdus. Hein. Donc, votre immobilier, il a déjà payé 10%, il a déjà baissé de 10%. Donc, il faut les rattraper, les 10%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut le faire sur des périodes beaucoup plus courtes et il faut